Salut, c'est Romaric. Euh, En fait, je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai. Enfin, c'est pas que je me suis trompé en fait, c'est que pendant un moment, j'ai admis comme fini l'état chasseur-cueilleur. En gros, pendant un moment, euh, le sommet de ma réflexion sur le stade d'évolution de l'humain, c'était de me dire, bah l'humain c'est juste des chasseurs-cueilleurs et du coup on peut se référer à ça pour trouver notre vie en fait, parce que le chasseur-cueilleur c'est manger, enfin en gros assouvir ses besoins de survie de base, et ensuite, bon, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y a une surcouche aux nomades, enfin une suite. Après le nomade, il y a le sédentaire. En fait, il y a l'humain qui va rester d'une année sur l'autre au même endroit, qui va pas changer de lieu chaque année ou chaque saison, etc. C'est un humain qui planifie, qui projette sur une certaine durée, puisque quand on plante une graine, on attend la récolte pour extraire de la nourriture. En fait, la différence entre le chasseur-cueilleur et le sédentaire, l'agriculteur, la personne qui conçoit son environnement euh, pour ses besoins, contrairement à l'individu qui consomme uniquement ce que son environnement produit sans planifier, bon, en attrapant les choses qui lui passent à portée de main, ou en allant chasser des cerfs qui passent là toutes les X heures, enfin bref. Ça c'est du raisonnement à court et moyen terme, et ensuite quand on rentre dans l'ère du sédentaire, là on s'approche de niveaux de planification qui touchent 1 an, 2 ans, plus quand il s'agit de planter des arbres fruitiers. Voilà. Dans l'idée que j'avais du chasseur-cueilleur, je me disais en fait, euh, enfin j'imaginais pas vraiment ce que pouvait faire le chasseur-cueilleur dans ses moments libres. Euh, C'était rien faire, apprécier les choses qui sont là, etc. Et puis en fait je me dis que ça a dû progressivement. Il y a quelque chose qui a dû progressivement apparaître, c'est l'envie de réfléchir, peut-être l'envie de planifier à plus long terme en fait, pour s'assurer de la sécurité, pour s'assurer plus de temps libre, etc. Et je pense que vraiment ce qui différencie le sédentaire du chasseur-cueilleur, c'est la notion du temps. Le, le sédentaire va observer les cycles qu'il y a dans son environnement, les saisons, les journées, les cycles lunaires, tout ça. Euh, En fait, le chasseur-cueilleur, c'est un petit peu une métaphore de ce qu'on essaie de faire de nous, passivement. Quand je dis ce qu'on essaye de faire de nous, ça implique tout le monde, le fait qu'on ait de plus en plus la flemme peut-être de faire des choses, etc. D'aller à l'effort. Des fois, en fait, c'est pas gênant ça en soi, mais quand on arrive dans des extrêmes, soit on fait trop, soit on fait pas assez. Là, on se met en danger. Donc, contrairement au sédentaire, le chasseur-cueilleur, il a uniquement. euh, Enfin, pas uniquement. En fait, parmi toute une gamme de savoirs, il a, euh, il a la connaissance de ce qu'il doit consommer. Euh, mais il y a une connaissance qu'il n'a pas et qui le différencie donc du sédentaire, c'est celle de pouvoir transformer son environnement. Le sédentaire observe à moyen et long terme les effets de ses actions sur son environnement. Euh, quand il plante des graines, il attend que sortent des plantes. Quand il trouve un œuf, il s'attend peut-être à le voir éclore, etc. Il peut même au-delà concevoir, et c'est ce qui fait à la fois sa complexité et comment dire, euh,
sa profondeur, c'est que du coup, il peut prévoir des suites de cause à effet de plus en plus longues, de plus en plus euh, complexes. Le sédentaire sait par exemple que pour que ses graines poussent, il faut qu'il arrose régulièrement la terre euh, et que d'une année sur l'autre, il laisse se décomposer des déchets végétaux dessus pour euh, assurer la fertilité de sa terre euh, année après année, récolte après récolte. Je dis que la connaissance qui différencie le chasseur-cueilleur du sédentaire, c'est celle des causes à effet. Mais en fait, si on réfléchit de manière un petit peu plus générique, on peut voir que ce qui obéit au même schéma de conception de son environnement, c'est le pouvoir d'initier des actions. On imagine que le temps est comme une rivière qui s'écoule. Euh, un- Créer une impulsion pour changer même de quelques millimètres le fleuve va nécessiter de prendre de l'élan et ensuite de pousser. Quand tu veux obtenir un diplôme et que le moment des examens se prépare, tu vas prendre beaucoup d'élan, c'est-à-dire de ton ou tes années de cours. Et au milieu, tu vas trouver ton rythme de croisière. Et puis, vers la fin, il va falloir que tu produises un effort intense, le sprint final. Et c'est l'impulsion. Et ensuite, cette impulsion, elle va déboucher selon la profondeur de son élan et ta capacité à stocker de l'énergie pendant la course et enfin à délivrer à la fin un effort intense et décisif. Ça c'est de l'impulsion par exemple. En fait, ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que sans élan, sans courir, sans gestion de l'énergie dans le temps, c'est très difficile de produire comment dire, un changement qui s'inscrit dans le temps, qui est déjà est effectif et surtout qui est effectif dans le temps. L'élan, c'est rassembler finalement une grande inertie. Une inertie qui permet, par exemple, dans les virages, de bénéficier de l'énergie cinétique et puis d'avoir de l'élan, de ne pas être obligé de fournir toujours l'effort du départ et puis une fois qu'on a acquis une vitesse de croisière, de dépenser un effort optimal, c'est-à-dire le plus efficient, le moins de consommation pour le plus d'effets possible. Je prends la métaphore de la course. Euh, quand euh, quand un coureur de sprint veut gagner une compétition, il va d'abord s'entraîner très dur. Son élan, il va l'acquérir euh, dans un point de vue long terme, là, hein, pas pendant une course, qui serait dans ce cas-là justement l'aspect plutôt court terme. Mais on voit que le pattern, le schéma, marche à petite échelle pour une course comme pour son entraînement vers l'objectif. Dans les deux cas, en fait, il y a un objectif, quelque chose à atteindre. Donc en fait, on peut travailler les conditions qui vont faire que, au moment donné, ces conditions seront favorables à l'obtention de cet objectif. Alors, on ne peut pas prévoir tous les événements, hein, effectivement. Il y a des événements qui dépassent notre volonté et contre lesquels, je le répète, il faut être le plus souple, le plus adaptable possible. Ce coureur donc va prendre de l'élan, pardon, pendant toute la période de son entraînement. Il va commencer généralement plutôt doucement, comme à la course, on commence depuis zéro, ou en trottinant, ça dépend selon si c'est un relais, enfin bref, je sais pas trop comment ça se passe. L'idée, c'est que son entraînement arrive au, au summum, enfin lui fasse révéler le summum de sa performance, son maximum de puissance, au moment qui précède la compétition. Donc là, concrètement, il est au moment où il fournit le début de l'effort, en fait, de sprint, je veux dire. Il est chaud, il est échauffé, il est
il va bientôt atteindre vraiment euh, le moment où il va devoir fournir l'effort le plus intense. Là, la symétrie course et projet de victoire, il a également son sens, puisque le projet englobe un nombre incalculable de courses, et pourtant c'est la course, entre guillemets, pas finale, mais celle qui détermine tout, elle a lieu à la fin de l'entraînement. Si l'élan qui a été donné est- était très important, si la montée en puissance s'est déroulée comme prévu, et qu'au moment de fournir l'effort décisif et intense, il était le meilleur, dans les trois, ou au moins dans la combinaison de trois qui font que, globalement, il est décisif dans son projet de remporter sa. Si la somme de toutes ces parties de son effort ne sont pas assez poussées par rapport à ses concurrents, il ne remporte pas son projet, le projet lui échappe. Euh, si il y a cru, s'il s'est transformé pour au contraire dépasser tous ses concurrents par l'ensemble de son entraînement et de, ses, de sa course finale. Ça, c'était pour la partie euh, énergétique, comment dire, la partie qui détermine la volonté nécessaire à, à l'accès à la réalisation d'un objectif. Je vais juste finir en parlant de du pouvoir symétrique à celui de planifier à long terme. Ce pouvoir, c'est donc dans le domaine naturel, agricole justement, qui fait de nous des sédentaires, il y a celui de donner la vie. En mettant une graine en terre et en arrosant, on provoque la vie. Ensuite, la vie, elle peut très bien s'arrêter très vite, hein, si, si on laisse la terre se dessécher, ou que on arrose trop et que du coup les racines macèrent et s'asphyxient. Là, on peut mettre en place les conditions les plus optimales pour que les plantes poussent. La manière optimale, c'est pas du tout, c'est pas du tout ce que propose l'agriculture industrielle. Je crois me souvenir que la différence entre les calories consommées pour la production d'une quantité de nourriture et la valeur calorique de cette nourriture était, dans l'agriculture industrielle, euh, était positive, c'est-à-dire qu'on consommait plus d'énergie à produire l'énergie finale. En soi, ça n'a rien de perturbant, tous les systèmes font ça, mais là, on atteint des ratios assez importants. Mais surtout, c'est basé sur une énergie qui n'est pas renouvelable, qui est donc basée sur des stocks finis. On peut se demander du coup où trouver l'énergie euh, nécessaire à la production de nourriture et de produits agricoles en général. En donnant la vie, en initiant la vie, en donnant l'impulsion nécessaire pour que la vie apparaisse, on peut ensuite développer de manière exponentielle euh, un système autoproductif.